Il vient de terminer une première année à Ottawa où il agit comme défenseur du citoyen. J'accueille le député de Montmorency-Charlevoix, Gabriel Hardy. Gabriel Hardy, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au cours de la dernière année, il y a des dossiers qui vous ont tenu à cœur à Ottawa, sur lesquels on vous a beaucoup entendu parler. Oui. Parlez-nous d'abord de Mark Carney et de Brookfield, pour lesquels vous dénoncez toute une série de conflits d'intérêts. Expliquez-nous ça. Oui, puis encore dans le journal, ça sortait. Il y a été 17 fois que l'écran éthique est obligé d'être activé parce que M. Carney s'est présenté en politique avec un lourd bagage de financiers pour une compagnie qui était reconnue comme la plus grande compagnie d'évitement fiscal au Canada. Et là, sans se départir de ses parts, il les a mis dans un screen. Une fiducie. Oui. Et là, il dit, je peux faire ce que je veux, on avance. J'ai mis un écran éthique qui est 2 de ses employés qui vont être en charge, dont Michael Sabia. Son chef de cabinet, ils sont adjoints chefs de cabinet, les 2 principaux adjoints. Michael Sabia, qui est venu nous voir pour nous dire, moi, pour bien faire mon travail, j'ai vendu mes parts de Brookfield parce que ça ne me permettait pas, si je les gardais, de faire un travail éthique puis un travail franc et droit. Et on a un premier ministre, lui, qui a décidé de les garder. Mais le commissaire à l'éthique le permet, ça, de mettre ses actions en fiducie puis de dire, écoutez, il n'y a plus le droit de regard là-dessus. Parce que c'est permis, ça. C'est permis, mais c'est un trou, je veux dire, c'est un cratère dans l'éthique. Parce que, en fait, ce qu'ils disent, c'est que quand tu fais une décision qui va bénéficier l'ensemble d'un intérêt général, bien, dans le fond, c'est correct, même si, personnellement, ça peut quelque part t'avantager. Mais quand tu es premier ministre, c'est sûr que tu vas faire tout dans l'intérêt général. Oui, mais quand on parle de Brookfield, par exemple, on parle d'un conglomérat de 100 milliards de dollars. Il gérait ça, lui, comme vice-président à l'époque, avant de devenir premier ministre. Bien, c'est sûr qu'ils ont des intérêts partout. Ils sont dans le transport, ils sont dans l'environnement, ils sont dans l'énergie. Oui, mais alors, toute décision de Mark Carney, immanquablement, ça touche ses intérêts, entre guillemets, parce qu'il y a des parts de cette compagnie qui est présente partout. Le problème qu'on voit, c'est qu'il a aligné depuis un an les intérêts du Canada et les grands projets du Canada. Le bureau des grands projets, c'est eux qui décident qui va être le gagnant. Vers des infrastructures, vers de l'énergie, vers du transport. Partout, ce que Brookfield a des gros intérêts. Brookfield est partout. Oui, mais encore une fois, lui, là, dans le fond, il est relié à la performance de Brookfield. Et nous, pour bien comprendre au comité d'éthique, on a fait venir des spécialistes, dont le grand dirigeant de Brookfield, qui est venu nous dire, quand Brookfield va bien, le premier ministre s'enrichit. Alors là... oui, parce qu'il y a des actions de Exactement. Bon. Mais on nous dit toujours, oui, mais le Canada est dans un moment très important de crise, il faut qu'on prenne des décisions pour la nation. Et tu laisses toujours le doute planer que chacune des décisions que tu prends, finalement, va t'aider financièrement. Ça, c'est le doute que vous exploitez. Mais dans les faits, je vous la poser autrement, la question. Pensez-vous vraiment que Mark Carney est devenu premier ministre du Canada pour s'enrichir? Pensez-vous vraiment ça? Je dis pas ça. Je dis qu'on a... C'est pas ça qu'on dit. Le poste de premier ministre, c'est le premier des ministres. C'est la personne la plus importante au pays pour prendre des décisions qui alignent notre pays. Alors, à ce moment-là, tu dois mettre tes intérêts personnels de côté pour faire ton travail et que les citoyens gardent confiance dans les institutions. Vous avez l'impression qu'il ne laisse pas ses intérêts personnels de côté? Il ne peut pas les laisser de côté quand il garde toutes ses parts, qu'il y a des fonds. Ici, il n'y a pas le droit d'intervenir. C'est exactement ce qu'il y a dedans et les intérêts du pays se placent. Mais vous êtes convaincu que Mark Carney il est premier ministre du Canada pour s'enrichir? C'est pas ce que je dis. Puis je le dis souvent en comité d'éthique. On n'attaque pas la personne de Mark Carney. On attaque le poste présentement et ce qu'il représente. Et l'important, c'est d'avoir un système d'éthique qui nous prévient de ne pas avoir une personne qui viendrait en poste pour s'enrichir. Et là, lui, il nous démontre parfaitement l'étendue ou jusqu'où on peut aller et les failles que notre système a. Notre job dans cette réalité-là, c'est d'adapter notre système à la réalité qu'on vit là et de se dire, est-ce qu'une personne arriverait un prochain avec une intention de s'enrichir en utilisant le poste? Est-ce qu'on a des balises assez claires pour être sûr que ça n'arrive pas? Et M. Carney nous les donne présentement. Ce que vous montrez, c'est qu'il y a de l'élasticité dans les balises. Très élastique. Je vous donne un exemple. Le commissaire à l'éthique vient nous dire qu'une des recommandations qu'il fait, c'est de mettre l'apparence de conflit d'intérêts dans la loi. Oui. Pour s'assurer que s'il y a une apparence qui peut intervenir. Moi, je trouve ça normal, mais les libéraux votent contre. Moi, je comprends, mais ce que vous maintenez, puis ce que ça fait comme position, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un qui a
connu de grandes réussites au niveau privé, puis qui a des investissements, puis qui est déjà multimillionnaire, ne peut pas se présenter comme premier ministre, parce que tout ce qu'il va faire, ça va concerner ses intérêts. Non, moi, Oui, parce que même s'il vend tout, ça va être les taux d'intérêt. Ah, bien là, c'est sûr, il joue ses taux d'intérêt parce qu'il y a de l'argent de placé. Alors, on peut aller loin, là, quand on va dans cette ligne-là. Moi, je pense que quand tu te présentes... Sans rien enlever à M. Carney. Non, je sans rien enlever à aucun député qui se présenterait. Le but, c'est pas de pointer M. Carney, c'est de pointer la situation et de s'assurer que nos institutions sont protégées si c'était le cas. Parce qu'on nous dit souvent, vous analysez la situation comme s'il y avait un problème. Mais moi, ce que je veux, c'est prévenir plus que guérir. On peut-tu avoir un système qui prévient? Et le but, c'est pas d'empêcher les gens de rentrer en politique. C'est que quand tu rentres en politique, c'est pour servir les gens. Les institutions sont là pour servir. Et si tu t'avantages personnellement en prenant des décisions au nom du pays avec l'argent des citoyens, et là, il y a un problème. Il faut qu'on soit capable d'avoir un contrebalan. Donc, c'est pas normal que si tu as un grave problème d'éthique, que le plus grand amende que tu peux recevoir, la plus grande amende que tu peux recevoir, c'est comme 2000 $. De quoi on parle? On parle de milliards que les gens peuvent s'avantager, puis on leur tape ses doigts. Ça, les citoyens, là, puis notre démocratie, moi, je suis persuadé qu'elle est attaquée. On a besoin de garder la confiance dans nos institutions. Donc, vous pensez que l'ensemble des élus à Ottawa, leur comportement face aux questions d'éthique, fait en sorte qu'on perd confiance en eux? Tout à fait. En tout cas, vous travaillez là-dessus. Regardez bien, là, je vais vous donner un exemple. Champagne, le ministre Champagne débarque en comité d'éthique. Il s'est récusé. Lui-même, pas nous. Ouais. Il s'est récusé. On demande, est-ce qu'on peut avoir les raisons pourquoi vous vous êtes récusé? Est-ce qu'on peut avoir les échanges que vous avez eus avec le commissaire? Les gens ont le droit de savoir pourquoi vous l'avez fait. On demande, on va faire un vote. Puis on aimerait ça que vous nous fournissiez les documents pour qu'on puisse les analyser. Les libéraux votent contre, sont majoritaires. Mais pourquoi pas de transparence? Vous travaillez pour le monde. Vous, vous êtes récusé. Puis là, on ne peut pas savoir pourquoi. Et ça s'inscrit également dans votre démarche où vous dénoncez le comportement du gouvernement fédéral sur un ensemble de dossiers. Oui. À tel point que c'est le gouvernement fédéral lui-même qui travaille à stimuler la souveraineté en Alberta et au Québec. C'est ce que vous dites, là. Par ce genre de comportement-là. C'est le gouvernement libéral, pas fédéral. Le problème qu'on a présentement, c'est un gouvernement centralisateur et interventionniste. C'est un gouvernement qui ne respecte pas l'autonomie des provinces. La fédération n'est pas là pour avoir un boss qui dit à chaque province quoi faire. C'est une alliance. C'est un travail conjoint qu'on se met ensemble puis qu'on se dit, hey, savez-vous quoi? Si on a une armée qui est forte, on se met ensemble puis on poule. Puis on va avoir une armée pour tout le monde. On va avoir un système de justice pour tout le monde, des frontières pour tout le monde. C'est ce qu'on a au Canada, là. En théorie, on a fait une fédération pour ça. Oui. Et là, on se ramasse avec un gouvernement libéral interventionniste. Il y a une armée pour tout le monde, qui a des frontières pour tout le monde, mais c'est pareil pour tout le monde. Le fédéral devrait être bon dans un minimum de choses. Quand tu commences à avoir un gouvernement libéral interventionniste qui commence à passer par-dessus les champs de compétences des provinces, qui veut ramasser plus pour lui puis qui se prend pour le boss des provinces, il est là le problème avec la fédération. Et présentement, les libéraux, à chaque fois qu'ils sont au pouvoir, dont là, il y a des mouvements séparatistes qui naissent parce que les provinces ne sont pas heureuses de se faire dire quoi faire par quelqu'un qui est supposé être un partenaire, pas un patron. Et c'est là le problème. Qu'est-ce que vous auriez à offrir, vous, à un Québec qui veut se séparer? Bien, beaucoup plus de participation puis de collaboration, puis on redonne des droits. L'immigration. 100 d'immigration au Québec avec les conservateurs. Il y a un travail à faire avec le Canada parce que l'immigration, quelque part, tu ne peux pas juste dire faites ce que vous voulez, ça va impacter à un certain point les autres provinces. Mais 95 devrait être géré par la province, à part certains programmes Canada-Québec. Alors, pourquoi le fédéral commence à aller imposer aux provinces comment ils vont gérer leur immigration sans respecter leur capacité d'accueil? Ça, c'est un grave problème que le fédéral libéral intervient trop dans les champs de compétences des provinces. Avez-vous l'impression que le gouvernement libéral, parce que vous le mentionnez comme ça, agit comme une espèce de dictateur envers les provinces? Moi, je pense que, notamment avec M. Carney, il se voit comme un CEO, il se voit comme un big boss d'une entreprise, puis lui, il veut mener le pays à sa manière. On le voit, il est sorti cette semaine en parlant... Et ça lui donne beaucoup de popularité au Canada? Présentement, il n'y a pas eu contre-coup encore de la poudre aux yeux qu'il lance à tout le monde. On le voit, il est sorti avec le premier ministre de Croatie en disant « Les députés sont juste bons pour voter. Ils servent à rien. » Je veux dire, ces choses-là, c'est grave parce que c'est des petits détails qui démontrent la pensée profonde de l'homme. Lui, il est là pour faire son plan à sa manière. Puis l'opposition, un gouvernement minoritaire, l'objectif dans un temps de crise comme on vivait, c'était de collaborer, de travailler ensemble et de dire... Lui, il s'est fait de majorité. Lui, il s'est dit « Gars, moi, je dis le par en arrière, je veux ma majorité. » Peut-être parce que votre chef n'était pas attrayant pour ceux qui ont quitté. Parce qu'il y a quand même une raison là, pour laquelle, surtout après aussi peu de temps après les élections, on a quitté le Parti conservateur. Il y a quand même des raisons.
les raisons, puis tu sais, je trouve tellement c'est simple de dire « Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de leadership. C'est juste l'attrait du pouvoir? » Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes dans la politique, il y a beaucoup d'orgueil aussi, puis il y a beaucoup de gens qui sont là pour leurs intérêts avant d'être là pour les intérêts de leurs citoyens. Le deal par en arrière, pour moi, quand je vois ça arriver, là, les gens ont pointé Pierre Poilievre en disant « Regardez comment il ne garde pas ses députés. » Mais il n'y a personne qui a pointé du doigt l'attaque à la démocratie. Moi, quand je me promène dans Montmorency-Charlevoix, les gens ils me disent « Ça sert à quoi de voter aujourd'hui? » Parce que dans le fond, je peux voter pour toi puis tu vas transférer l'autre bord si ça te tente. Le pouvoir, c'est pas moi qui l'ai, c'est les gens. Fait que quand tu es élu, tu as un mandat, c'est pas pour toi que tu es là. Alors, tu dois respecter tes citoyens. Puis si tu veux changer de couleur, ça te regarde. T'es bleu marin, tu veux virer rouge. Mets ta pancarte avec un fond rouge puis demande aux gens s'ils veulent faire ça. Mais ça, on a compris là, avec vos interventions que la question des transfuges, là, c'est quelque chose qui vous horripile particulièrement. Là. On sent vraiment qu'il y a comme une rupture de confiance. Là. Mais c'est ça que Mark Carney a fait. En allant chercher une majorité par transfuge. Les gens disent « Non, il y a eu des partiels. » C'est pas vrai. C'est des libéraux qui sont restés libéraux dans les partiels. Sa majorité, il l'a gagnée par des transfuges. C'est antidémocratique. Et là, les gens se disent « Ça me sert à quoi d'aller voter? » Hey, c'est le début de l'autocratie, ça, là, on glisse. On est en train de perdre ce qu'on a bâti comme peuple, d'avoir une démocratie pour envoyer des gens nous représenter, puis on ne fait plus confiance à nos institutions. Et je finis là-dessus parce que je trouve ça triste quand on dit « Ah, c'est le chef qui n'a pas de leadership. » On peut-tu regarder la personne qui a fait des deals par en arrière puis dire « T'as manqué ta responsabilité de t'assurer que les gens ont confiance. » Vous dénoncez avec force et beaucoup d'images l'ensemble des gestes là, du gouvernement fédéral. Avez-vous l'impression que vous n'êtes pas un peu en train de travailler pour vos adversaires, à force de montrer que le fédéral ne fonctionne pas? Ça ne vient pas aider le Parti québécois au Québec, ça ne vient pas aider les souverainistes de l'Alberta, parce que vous faites quotidiennement la preuve que le système, en tout cas, vous tentez de faire la preuve que le système ne fonctionne pas. Le leadership ne fonctionne pas. On a un système qui fonctionne bien, on a une démocratie qui est supposée être à l'écoute des gens, on a des libéraux qui se prennent pour d'autres et qui sont orgueilleux. Moi, je pense que sous Harper, sous Mulroney, non, pas de problème, ça allait bien. Et il y avait un respect de l'autonomie des provinces. Et moi, je pense que notre plan de match, on dit, on peut-tu revenir à une fédération responsable qui s'occupe de ce qui la regarde puis qui laisse les provinces se gouverner? C'est ça, une fédération qui fonctionne, cette alliance-là, cette équipe-là qui se dit, on est plus fort ensemble que tout seul. À ce sujet-là, vous avez écrit un texte là, qui s'appelle « Bâtir les ponts », je pense. Le pont des nations. Le pont des nations. Ouais. Qu'est-ce que le Québec a à offrir au reste du Canada? Le Québec, c'est qui il est. Donc, on pourrait les aider à se donner une identité. Tout à fait. Ce qui s'est passé et ça, vous ici, pensez que c'est un critère d'union nationale? Je pense que c'est un critère d'inspiration. On a tout pour inspirer ici au Québec. Tu sais, l'adversité qu'on a vécue, puis souvent, je trouve que ceux, justement, qui veulent la séparation nous ramènent dans ce qui n'a pas marché. Mais ce qui n'a pas marché a créé aussi une nation qui sait qui elle est, puis qui s'est battue pour son identité, qui s'est battue pour sa langue. Et ça a créé des gens forts qui savent qui ils sont. Et aujourd'hui, avec un État post-national... Et le reste du Canada, le Canada anglais, c'est pas qui il est? Avec l'État post-national de Trudeau qui dit « Venez dans nos frontières, puis à partir du moment où vous vivez dans nos quatre murs, là, vous êtes Canadiens, on n'a pas de culture, pas d'histoire, on va l'effacer le plus possible, notre histoire, pour que vous soyez heureux. » C'est une erreur, ça. Alors, on se ramasse avec un reste du Canada qui cherche, et une grande partie de la jeunesse canadienne-anglaise qui commence à être nationaliste puis se dit « Hey, c'est quoi qu'on est? C'est quoi nos valeurs? À quoi? Team ça, Canada. » vous l'entendez à Ottawa? Oui, je l'entends à Ottawa. Puis il y a plein de députés qui viennent me voir pour dire on est-tu capable de travailler un programme qui s'inspire du Québec, qui dit c'est quoi être Canadien? C'est quoi la fierté d'être Canadien? Parce que vous autres, vous l'avez trouvé. Pouvez-vous nous aider? Puis moi, je pense qu'au lieu de se fermer, on est capable d'inspirer le reste du pays à dire nous. Mais c'est ce qui ferait, par exemple, que les Québécois hésiteraient à pencher vers la souveraineté ou les Albertains à pencher vers l'autonomie complète. Je pense que l'autonomie, c'est ce qu'on vise toutes. Les provinces doivent viser leur autonomie. Puis le fédéralisme responsable, c'est ça. C'est de dire, les provinces, on ne veut pas vous dire quoi faire, on est des partenaires. On travaille ensemble. L'esprit de la fédération, c'est d'être des partenaires dans un but commun parce que si chaque province a son armée, chaque province a ses frontières, chaque province a sa monnaie, ça l'affaiblit tout le monde. Mais si on est ensemble puis on se respecte, on est capable de faire de quoi de grand. Puis ça, je pense que le Québec peut être sa première ligne de ça. C'est un beau discours électoral que vous me tenez, mais... On est loin des élections. Bien, c'est ça. Est-ce que ça a de l'écho à Ottawa, ce genre de discours-là? Vraiment. On a un peu l'impression que vous touchez le mur souvent à Ottawa quand on vous regarde aller. Je touche le mur avec les libéraux parce qu'eux sont centralisateurs puis ils veulent jamais que cet esprit-là arrive. Mais c'est le gouvernement. Oui, puis il est temps qu'il change. Puis je vais travailler très fort à ce qu'il change. Puis il est plus que temps qu'on s'unisse au Québec puis qu'on redonne le pouvoir au Québec. Parce que la réalité, là, c'est que présentement, on se divise. On se divise pour laisser passer les libéraux.
Parce que justement, cette vague patriotique nationale de séparation, on dit « Ah, on va voter pour le Bloc ». Les bloquistes sont sur les mêmes comités que moi. On travaille tous dans les mêmes choses. Mais quand une loi est améliorée, que moi, je suis avec M. Thériault, puis on travaille, c'est une loi canadienne, ce qu'il faut faire, c'est redonner le pouvoir au Québec. Fait que si on est capable de le Bloc, de se dire l'enjeu de la séparation, c'est au Québec. Au fédéral, là, le but, c'est de donner l'autonomie de la province puis de travailler ensemble pour faire regagner justement un gouvernement qui va vouloir donner l'autonomie de la province. Il faut arrêter de se diviser, il faut s'unifier, puis en bout de ligne, arrêter de laisser passer les libéraux dans le milieu. Alors, vous avez un gros programme pour les prochaines saisons et pour les prochaines sessions. Merci d'être venu nous voir et bon été. Bien, merci à toi.